Bonjour, bienvenue à tout le monde à cette séance Spotlight. Je suis Colleen Ferris, directrice de l'innovation et développement stratégique chez Excellence en Santé Canada. Je veux commencer par dire que je reconnais que nous réunissons sur une terre habitée par des peuples indigènes depuis toujours. En particulier, je reconnais que j'anime ce webinaire depuis Ottawa, Ontario, le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin. Notre série est l'occasion d'avoir des discussions ciblées avec l'interprétation euh, en simultané de la part de l'équipe Boostlingo. Si vous voulez entendre l'interprétation, il suffit de basculer sur le menu interprétation en bas de votre écran. Si vous avez besoin de l'aide pendant le webinaire, vous pouvez vous mettre en contact en utilisant la fonctionnalité chat. Les participants anglophones peuvent voir les sous-titres générés automatiquement pendant la séance d'aujourd'hui en cliquant sur le bouton CC dans le menu en bas de l'écran. Les sous-titres en français ne peuvent pas être vus en direct, mais ces sous-titres seront disponibles ensuite sur la traduction en simultané. Mais cela nous permet d'avoir des discussions ciblées et on va faire en sorte que les améliorations perdurent en définissant les améliorations en matière de santé à travers le Canada. La séance d'aujourd'hui s'appelle Prendre soin des aidants, améliorer le bien-être psychologique du personnel de santé. Dans le cadre de notre travail sur la sécurité des patients et l'équité, l'ESC, nous adoptons une nouvelle approche de la sécurité qui reconnaît que la santé mentale du personnel est profondément liée à la qualité et à la sécurité des soins. Le webinaire d'aujourd'hui vous permettra de comprendre comment la santé mentale du personnel est liée à la qualité et à la sécurité et connaître les initiatives et les stratégies qui amélioreront leur santé mentale. On vous invite à partager vos questions en commentaire pendant le webinaire en utilisant la fonction chat à la fois en anglais ou en français. Nous avons un grand nombre d'inscrits à ce webinaire et nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions, mais on n'aura peut-être pas suffisamment de temps pour répondre à tout. Nous voulons prendre un moment pour reconnaître que beaucoup des membres de la main-d'œuvre ont traversé de nombreuses épreuves et on veut faire en sorte que nous prenons ce soin pendant ce moment que nous passons ensemble. Les sujets seront peut-être difficiles pour certains. Je vous invite à mettre au premier plan ce qui vous aide à vous sentir en sécurité. Et nous vous invitons à faire ce qu'il faut pour rester en bonne santé pendant cette séance. Nous avons également ajouté quelques ressources en matière de santé mentale dans le chat qui sont disponibles pour toutes et pour tous. Nous allons maintenant demander à nos panélistes de se présenter. Et aujourd'hui, je suis ravi d'avoir un panel formidable aujourd'hui et je vais les présenter. Et ensuite, je vais demander à chaque membre du panel de dire quelques mots sur eux-mêmes. Philippa Darwood est spécialiste du bien-être du Scarborough Health Network. Nous avons Ainsley Young, directrice exécutive des opérations de Switch BC, et Ivy Bogo, directeur et partenariat pour la santé des travailleurs professionnels et professeur à l'Université d'Ottawa. Philippa, c'est à vous. Merci, Colleen. C'est formidable d'être ici et d'avoir l'occasion de parler avec autant de personnes qui sont aussi passionnées par le bien-être que moi-même. Je dirige ce programme depuis 6 ans maintenant au niveau de Scarborough Health Network, soutenu par une équipe de direction immense. Et on a un coordinateur du bien-être aussi, et on a hâte de participer à ces discussions d'aujourd'hui. Et oui, merci de m'avoir invité. Merci, Philippa. C'est à vous maintenant, Ainsley. Bonjour tout le monde, c'est le matin ici sur Côte-Ouest. Je m'appelle Ainsley Young. Je suis directeur exécutif des opérations pour Switch BC. J'utilise les pronoms elle. Et je vous parle depuis les terres traditionnelles du peuple Wesseneck sur ce qu'on connaît sous le nom colonial de l'île de Vancouver. Je suis honoré d'être membre de ce panel
Je sais que tout le monde est très occupé et le fait de donner de votre temps pour nous rejoindre est vraiment formidable. Comme j'ai dit, je travaille chez Switch BC, c'est-à-dire la sécurité, le bien-être, l'innovation, la formation et la collaboration. Nous sommes plutôt neuves comme organisation et nous nous occupons sur le bien-être de plus de 300 000 professionnels de santé dans notre province avec un partenariat à niveau égal avec l'autre organisation ici en Colombie-Britannique, les syndicats, les employeurs, Healthcare BC, en plus des médecins, ministère de la Santé, et il est important de citer tout partenaire. Je suis vraiment intéressé par ce travail parce que, de par mon histoire, j'ai passé 10 ans à travailler dans la qualité, au niveau de la sécurité patiente, et j'ai eu l'occasion de travailler avec des membres des équipes, mais aussi de me mettre avec des patientes et des membres des équipes de soins lorsqu'ils avaient vécu des moments douloureux pendant, donc, euh, et j'ai vu des professionnels de la santé se mettre devant le danger pour fournir des services de santé. Donc, je suis ravi de participer à cette discussion et qu'il y ait plus de reconnaissance en matière de la santé mentale et la sécurité et le soutien psychologique aussi. Merci, Ainsley. C'est une bonne présentation de Switch BC aussi. C'est à vous, Ivy. Donc, oui, merci beaucoup. Comme j'ai dit, Ivy Burchell, professeur dans l'école des études psychosociales et anthropologue à Ottawa, où je suis basé. Et par rapport à Ainsley, j'utilise elle comme pronom. Je préside les études de diversité dans les professions. Je travaille dans les partenariats sur le bien-être au travail dans les mois à venir. Et on a reçu un financement pour aider cela dans le travail que je fais pour diriger le réseau des effectifs du professionnel de la santé ici au Canada. Donc, je suis ravi de participer à cette discussion. Merci, Ivy. Et je vais commencer. Lorsqu'on passe, on regarde aux infos et autre part, nous savons beaucoup sur ce que font les effectifs. On voit cela différemment. Donc, Ivy, je vais peut-être venir vers vous tout d'abord pour savoir, de par le travail que vous faites, comment que vous pouvez me dire, comprendre comment la santé mentale du personnel de santé au Canada se situe actuellement. Oui, donc je pense qu'il doit être très net. La santé mentale est mauvaise et s'empire. Je sais que ce ne sont pas de bons mots à entendre, mais la dernière chose doit dire, c'est de dire que tout va bien, parce que ce n'est pas du tout le cas. Donc, quelles sont les indications là-dessus? Vous savez que parmi les choses qu'on a fait à travers notre réseau, c'est de lire les documents sur ce qui a été écrit sur les effectifs de la santé au Canada. Et en 2023, on a vu l'explosion d'articles qui parlaient sur la santé mentale des professionnels de la santé, non seulement les infirmières, mais les médecins, les pharmaciens, les hygiénistes, et c'est tout le personnel. Il y a d'article en article en article qui parle de cette question. Il ne faut pas oublier que les articles rédigés en 2023 regardent des données de 2021 typiquement, et vous regardez ensuite des informations reçues. Et ces informations, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Je vais faire référence à TikTok qui m'avait été envoyé récemment sur comment les professionnels de début de carrière ont dit de la part de la menteur que afin de pouvoir gérer leur position, ils doivent prendre des antidépresseurs. Et cela nous en dit beaucoup. Mais cela est dommage de prendre des antidépresseurs pour faire face à la situation. Donc, on voit cela et le grand public est inquiet par cela.
et les informations ont été fournies en 2022 que le grand public, à 90% des cas, sont inquiets par la santé mentale des travailleurs et 80% sont inquiets par ce que cela veut dire en termes d'accès au système et en termes de qualité de soins fournis. Donc voilà des indications sur la situation telle que cette situation existe là-dessus. Merci pour ça. Nous savons que cela explose. On voit les évidences, les articles, mais pour beaucoup, au niveau des effectifs qui cherchent de l'aide, ils voient cela à première main. Et on a vu de par le passé, la discussion avait changé. On n'avait pas eu cette discussion auparavant avec les effectifs. Et je sais que Ainsley, vous et moi, on a eu des discussions, mais on en entend beaucoup sur les blessures et les problèmes mentaux. Donc, de votre point de vue, qu'est-ce que cela veut dire? C'était pas quelque chose dont on parlait au début, mais c'est quelque chose dont on entend parler plus maintenant. Oui, Ivy, je suis d'accord avec votre idée de ne pas cacher cela. Donc, nous savons que nos effectifs font un travail immense et formidable qui est très difficile. Et je pense qu'il est très important de comprendre ces concepts de stress, détresse, parce que cela va la main dans la main avec des idées du burn-out. Et j'aime bien la définition de Dr. Wendy Dean sur la détresse. Vous pouvez voir un webinaire de Wendy sur notre site web. Et elle fait beaucoup de travail dans cet espace et elle cherche à définir cette blessure morale comme ayant à voir ou à faire des choix qui vont contre ses croyances morales profondes, donc ayant à être témoigne ou à agir ou à faire des choix qui vont contre son cœur fondamentalement. Et cela a des éléments comme la détresse, une détresse mentale, et cela apporte atteinte, arrive à se faire des blessures. Et lorsque je travaille avec des professionnels de la santé, cela veut vraiment dire ce qu'ils ont ressenti, mais sans peut-être pouvoir à donner le nom. Et on voit cela depuis longtemps au niveau des services de santé. Donc, c'est l'infirmière qui arrive à la fin de son travail en fin de journée, mais qui voit aussi que le niveau de personnel est très faible et que ses coéquipiers seront très, très stressés pendant les 7 à 12 heures à venir. Pendant la pandémie, on a vu beaucoup de stress, ayant à suivre des protocoles qui changeaient beaucoup, ayant apporté des EP et ensuite voir les patients rester seuls. Ce sont des actions qui témoignent des croyances profondes et je pense que ça a un impact sur les professionnels de la santé surtout et nous, puisque nous avons choisi de faire ce travail pour une raison, différentes raisons. On a choisi de faire cela pour fournir des services de soins et pour différentes raisons comme ça. Aussi, lorsque je parle avec des individus, il est important de ne pas oublier qu'il s'agit d'un nom. On est des leaders dans la création de cette norme dans notre pays. Et lorsque cette norme avait été développée, on a regardé différentes industries, mais ce que je trouve fascinant et intéressant à travers ces développements, c'est que le groupe qui avait développé cette norme avait mis en place deux facteurs supplémentaires liés directement au service de santé. Tout d'abord, pour soutenir votre soutien psychologique et aussi une protection de la détresse morale. Ce sont deux connexions clés avec les professionnels de la santé à ce niveau-là. Merci, Ainsley, pour cette définition et cette partie connexion aussi. Je sais qu'il y avait une question dans le chat sur la boîte à outils, sur le burnout. Merci, Ivy, d'avoir mis les liens. Et nous allons bien sûr partager cette ressource avec bien d'autres ressources pendant le webinaire aussi. Philippa, étant donné ce qu'on a déjà entendu ici et d'où vous venez, en étant connecté avec les
service de santé en voyant les liens avec le bien-être mental des effectifs, mais ce que cela veut dire pour les résultats patients aussi. Je sais qu'il y a des commentaires dans la boîte de clavardage sur les organisations qui font des cours Zumba et ainsi de suite, mais ce n'est pas ça qui va résoudre ce défi. Donc, on aimerait bien entendre vos idées. Oui, tout à fait, il y a beaucoup. Et merci d'avoir défini ce contexte, Ivy et Ainsley. J'aimerais commencer par dire, je vais vous donner une citation. Lorsque vous gardez vos actifs clés, lorsque vous considérez ces actifs, ils vont ils vont s'occuper de votre passion, votre service ou votre produit. Donc, comment traduire cela dans un travail pratique où vous vous portez bien, mais vous êtes dans le rôle de spécialiste du bien-être ou comme consultant. Et je pense que je voudrais commencer par parler de cette norme, de ce standard. C'est un document formidable et certains d'autres sur cet appel connaissent peut-être ce livre vert, comme on l'appelle à Ontario. Cette norme, c'est cette direction volontaire, mais cela est égal à la loi sur la santé occupationnelle au travail. Et bien, je veux souligner que cela comporte la sécurité physique à différents niveaux de l'organisation. Donc, il est très important que tout en haut, on regarde cette norme comme référence et comprendre comment cela peut aider à concevoir nos valeurs, notre mission et créer cette déclaration. Parce qu'au niveau du personnel, lorsqu'on regarde une réconception ou à développer une stratégie, quelle est votre stratégie personnelle? Est-ce que cela comporte un élément ou une déclaration qui soutient la santé mentale et psychologique? C'est un objectif qu'on doit adopter. Il ne s'agit pas que nous, toutes et tous, au niveau du bien-être, gèrent les résultats, les activités, c'est-à-dire le Zumba, par exemple. Cela doit, lorsque vous arrivez à mettre en œuvre cette norme, tout au premier niveau, il s'agit d'identifier au leader qu'il y a un objectif. Il y a peut-être besoin de faire quelque chose à un certain niveau, mais où commencer? Et si vous regardez votre stratégie, c'est ce sens et considérer ce qu'on appelle le blanchissage du bien-être. On en parle beaucoup dans les médias et je vais vous dire que cela existe, le blanchiment. Cela fait mal parfois lorsque je vois certains de ces articles parce que j'ai fait un peu de Zumba parfois, mais il ne s'agit pas de Zumba. Il s'agit, ce Zumba, c'est une représentation de l'idée de faire une pause. Nous avons notre caddie bien-être où ils peuvent avoir des discussions avec nous. Par exemple, il s'agit de manière formidable de construire notre culture organisationnelle du bien-être. Notre engagement est tellement important, mais il faut définir les idées sous-jacentes. Et si l'unité veut faire quelque chose, c'est ça, c'est bien, on va faire cela. Si le leader veut demander à l'équipe d'avoir une séance de développement de l'équipe, oui, on peut proposer cela. J'aimerais aussi inviter une pensée que lorsqu'on considère ces blanchiments du bien-être et tout ce qui est lié à ce terme, quel modèle du bien-être existe au niveau de l'organisation? Et je vais vous dire traditionnel, et ce n'est pas pour insulter. Il y a de la valeur dans tout programme du bien-être de n'importe quelle taille, mais je pense que ce qu'on doit faire dans l'avenir, c'est de nous demander si le modèle traditionnel, bien que cela pourrait être populaire avec une participation, on peut peut-être voir les membres dans les centres du bien-être, on va peut-être voir des revenus rentrer pour soutenir ces activités, mais j'invite tout individu du bien-être sur cet appel de demander à vérifier, prendre un contact, faire une analyse des SWOT pour se demander si cela est bien, on se porte bien avec nos activités comme telles, mais est-ce qu'il y a l'opportunité d'identifier les causes sous-jacentes? Mais je veux souligner aussi qu'en s'y faisant, on ne peut jamais sous-valoriser le retour de la part des employés et des leaders. Ce retour de la part des leaders est très important. Ils doivent gérer leurs équipes et ce
retour de la part des employés est importante aussi. Et je vous encourage de réunir ce retour des deux côtés. Donc, les leaders des programmes parlent avec leurs employés et ce retour vient vers nous en tant qu'experts sur le sujet de manière collective et on parle ensemble pour identifier les causes sous-jacentes et pour merci d'avoir partagé cela et souligné certains points clés. Et ce Cap Nord, par exemple, où se trouve ce contexte? Et je pense tout d'abord, il s'agit d'écouter, de s'engager. Et c'est ça qui va faire la différence. Il y a peut-être différents aspects, il y aura différentes choses. Et je pense que nous avons aussi entendu ce concept de la joie au travail. Et l'engagement, c'est parmi ces concepts de joie. Est-ce qu'il est utile de cadrer? J'ai entendu différentes idées sur d'être basé sur la force. Donc, Ainsley, vous avez peut-être des pensées sur ce contexte et l'utilisation. Est-ce que vous avez des astuces pour l'utilisation de ce langage? Et je cause l'interprète s'excuse pour ce moment de silence. Je, ce qu'on voit donc sur le lieu de travail, les niveaux de détresse, mais vos équipes, Donc, les personnes qui font le travail le connaissent mieux que personne. Ce sont eux qui, sont les mieux placés pour faire les améliorations dans cet espace. Je pense que lorsque j'examine la joie dans le travail et le modèle afin, que d'avoir disons les histoires, il faut vraiment comprendre ce qui est gênant et donc j'essaye de comprendre cette question je pense qu'on peut tous comprendre quel est réellement le caillou dans le soulier. Que ça ne gêne pas trop, si je fais 2-3 pas, mais après si je marche 10 ou 15 minutes, alors ça commence réellement à faire mal et je pense que c'est ça qui en fait, ça s'ajoute et il faut si on arrive à trouver ces petits cailloux, bien sûr que le modèle de la joie au travail, c'est un bon modèle, mais il faut quand même recadrer cela. Oui, merci. Et en fait, on ne veut pas rajouter davantage de problèmes et j'ai vu des commentaires sur le clavardage, sur comment la joie au travail a été utilisée, encadrée et penser vraiment à sur ce que tu as dit, il s'agit de s'occuper des aides-soignants et ça comprend tout le personnel, même les leaders et même les personnes qui sont dans des rôles de leadership. Et je sais, Ivy, ton toolkit, ta trousse d'outils qui parle aussi d'accompagner les leaders. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, les leaders ont une fonction très importante et dans un résumé, enfin dans un examen que j'ai fait avec, l'Académie canadienne des sciences de la santé, dans le chapitre qui examinait la retention des personnels de santé,
on parlait de la priorité. La première priorité, c'était réellement d'accompagner les leaders pour qu'ils puissent à leur tour, accompagner les autres. Et bien entendu, les leaders doivent se soutenir eux-mêmes de la même manière dont on dit, il faut d'abord se mettre porter son propre masque avant de mettre le masque sur quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est un peu la même chose. Il s'agit, de vraiment, montrer par l'exemple. Il faut, faire attention à nous-mêmes, à notre santé mentale, prendre soin de nous. Donc, réellement être un exemple si on va être des leaders, eh bien, c'est comme ce que Philippa a dit, 100 si on veut être 100 accompagner notre personnel, eh bien, il s'agit de réellement les former, les écouter, écouter les travailleurs qui ont donc une autre vision de différents défis et c'est réellement important et bien sûr, créer un système où on arrive à des résultats, ça, c'est aussi très important et donc dans notre boîte à outils, ce que nous faisons, c'est que on a eu, disons, une petite réaction allergique, en tant qu'équipe, au niveau individuel et donc on a, mmh, on a retourné ça et on a commencé à penser sur comment, disons, faire un travail de manière, descendante et après, on a eu des interventions au niveau organisationnel qui se sont adaptées très bien à, l'obtention de résultats. Après, évidemment, nous sommes au niveau équipe et quelles sont les interventions où nous pouvons travailler ensemble afin d'améliorer certaines circonstances. Et au niveau du particulier, eh bien, cela se centre surtout sur ce que les leaders peuvent faire dans les équipes ou dans les organisations et au niveau systémique. Donc, on veut réellement, disons, renverser les choses. Et en plus d'avoir le toolkit, eh bien, on a vraiment réfléchi parce qu'on s'est dit: «Bon, il s'agit dans ce projet non seulement de créer ce toolkit, mais c'est de participer avec les gens qui utilisent, le toolkit». Alors notre équipe a fait un travail énorme afin de filtrer les meilleures idées. Mais si vous êtes un leader, vous êtes épuisé, votre personnel est épuisé, souffrez de détresse, mentale et d'autres choses dont nous avons parlé, eh bien, c'est utile d'avoir quelqu'un comme Philippa, dont la fonction est de fournir un service, disons, un peu, de concierge qui va rentrer, va aller voir dans le toolkit et dire: «Oui, ben, on comprend ce qui est en train de se passer. Voici certaines interventions que vous pouvez essayer. Voici donc une petite liste et ces interventions ne doivent pas seulement être adoptées. Elles peuvent être, bien sûr adoptées, les prendre ici et là. Il s'agit en fait de créer, disons, une solution personnalisée pour votre organisation, pour votre équipe et bien entendu, ça prend du temps, ça prend un investissement et il faut y réfléchir d'une perspective de leader en tant qu'un investissement et les organisations avec lesquelles nous travaillons, eh bien, les leaders ont été extrêmement engagés, ils ont été vulnérables parce que si on rentre, on identifie quels sont les problèmes dans l'organisation et parfois dans certaines organisations, les leaders sont la force de l'organisation. Alors comment alors, améliorer cela? Et donc les leaders ont besoin donc d'être des dirigeants. Ils peuvent apprendre à le faire. On peut tous apprendre à être mieux, sur, nos soins personnels, même quelqu'un comme moi. Et on peut aussi, diriger les autres avec notre exemple, leur montrer parce que les leaders n'ont pas nécessairement toutes les solutions. On ne n'attend pas d'eux qu'ils aient toutes les solutions. Mais plus on participe, à cette dynamique et bien, je pense que c'est mieux et ça s'améliore et voici certains des principes qui, sont, intégrés dans le toolkit et c'est comme ça qu'ils devraient être utilisés. Merci Ivy. Il y a des commentaires ici qui disent, qu'il faut réfléchir à ces stratégies du, macro au micro, mais, bien entendu, même, dans chaque, section, on peut aussi passer à un niveau micro et ce que tu as souligné ici, bien entendu. Alors en fait, ce que j'entends de vous tous, c'est que, il y avait,
une idée, quel commentaire dans le clavardage. Nous savons que tout cela existe, comme Andrea l'a dit, et on parle de ce manque de confiance et d'un endroit de travail, qui a beaucoup d'émotions. Alors, quelles sont les recommandations que l'on peut donner à quelqu'un qui a des problèmes à avoir ces conversations difficiles? Alors, Philippa, nous savons que tu as une grande expérience. Oui, oui, ben c'est tellement intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de la détresse morale et en fait, si vous m'aviez demandé, eh bien, j'ai commencé, en avril 2018, j'avais fini l'école, j'avais eu, mon instructeur, fitness, et bon, j'avais commencé mes évaluations de besoins, j'avais traduit mes manuels, j'avais mon plan opératif, j'avais une liste de vérification et je ne connaissais pas très bien la gestion, des hôpitaux à ce moment-là. Enfin, quand on parle de réunions, de blessures, de programmes de soutien, et tout cela. Moi, je travaillais sur la santé et la sécurité, en fait, la santé et la sécurité professionnelle. Donc, bien sûr, les personnes tombent malades ou se blessent, évidemment, les choses, se passent, mais ce qui a vraiment été importé pour moi, c'était d'avoir une norme et de me dire: «Voilà, il y a beaucoup plus de choses qui font du sens au-delà de juste, penser aux facteurs psychosociaux. Mais une chose à laquelle j'ai réfléchi, c'est que ma fonction a évolué tellement. Parce qu'avant la pandémie, j'accompagnais également des unités qui pouvaient avoir des traumatismes, des incidents traumatisants. Ça n'arrivait pas souvent, mais ça arrivait et là, on travaillait donc en collaboration avec, l'équipe de soins religieux ou spirituels, qui sont en fait des, psychothérapeutes, certifiés. Et à l'époque, donc je ne travaillais que, à temps partiel et après mon équipe de leadership m'a embauchée à plein temps et en fait, c'était très difficile de passer, par la pandémie, heu, donc pouvoir confier sur nos partenaires internes, même notre équipe de santé mentale interne, à l'époque, eh bien, c'est ça la clé, c'est qu'il faut. Enfin moi je suis vraiment je me défends moi-même, comme quelqu'un qui s'occupe des autres, qui veut être là pour les personnes qui ont besoin de moi. Et il faut quand même faire confiance, à nos partenaires, il faut travailler ensemble et je voudrais aussi ajouter et on peut parler encore, du travail, de la joie au travail, ce modèle que nous connaissons. Mais ce que je trouve qui m'a beaucoup aidée en tant que quelqu'un qui est toujours au front, disons, qui connecte avec le personnel, qui s'engage, eh bien, c'est de penser à cette approche d'amélioration de la qualité. C'est ce qui a introduit le plan qui fait cette vérification, qui mène cette activité. C'est comme un peu, disons, comme un modèle, de planification généralisée du programme et c'est la fonctionnalité qu'il faut avoir, sur ce que nous devons faire. Alors, quels sont les facteurs de risque qu'il faut, évaluer? Et et en allant même un peu plus loin, j'ai aussi appris je suis aussi devenue quelqu'un qui s'occupe de la conception de l'apprentissage. Alors avec ce cycle PDCA, avec, le modèle de planification de programme généralisé, eh bien, j'arrive à créer, disons, un une lentille de programme, qui a plus de bien-être, qui n'accorde pas seulement la sécurité et la santé psychologique, pardon, mais qui apporte aussi cette lentille sur le développement organisationnel de la formation. Donc nous sommes, disons, des filtres, organisationnels, si vous voulez, af pour, le bien-être général, en matière de santé de l'organisation et ça nous aide à avoir un impact sur l'absentéisme. Je ne vais pas vous dire que mon programme a réduit l'absentéisme ou même qu'il a augmenté la retention, mais je vais vous dire, très fièrement que nous sommes assis à la même table avec, le leadership, et les personnes, chargées de renouveler la stratégie
qui est en ce moment sous examen et c'est la première fois que je présente, chaque trimestre à notre équipe de leadership, de haute direction, disons, partager nos résultats et notre organisation prend cela très au sérieux et maintenant donc on fait des progrès, on parle, on est à la table assis avec nos leaders et donc nous sommes là tout au long du cycle de vie de l'employé. Alors, ne perdez pas courage, il y aura des bonnes journées, des mauvaises journées, mais cela vaut la peine de faire les efforts et il faut juste, maintenir la conversation ouverte. Moi, je ressens, une sécurité, psychosociale avec mes leaders et je suis très heureuse d'avoir ces moments parce qu'ils sont tout aussi importants au succès. Donc parfois, il faut avoir des conversations difficiles, mais reconnaître, enfin, je sais que ma passion, est tout à fait connectée à notre direction stratégique et non seulement celle de l'organisation, mais aussi notre, stratégie et notre cadre, d'égalité, de diversité. Récemment, nous avons, eu un déjeuner pour en parler et donc cela revient un peu sur la joie au travail, mais cette lentille de bien-être est tellement importante et je pense que, mmh, la chose la plus importante en tant que spécialiste ou coordonnateur, c'est réellement d'inviter ces spécialistes de bien-être à s'asseoir à la table, leur donner, donc une place et si vous n'êtes pas capable, peut-être que vous hésitez ou que enfin et vous pouvez, parler avec l'un d'entre nous, avec, les personnes qui sont dans vos ressources, et faites-le. Pensez à quel type de questions il vous faut poser afin, de ramener à l'organisation la santé psychosociologique. Oui et je sais que, faire une différence de manière collective, que reconnaître les cailloux, les petits et les grands, mais Ainsley, Ivy, est-ce que vous, avez quelque chose à contribuer en sachant que ce n'est pas facile de reconnaître, que il faut améliorer la confiance dans un environnement de travail et reconnaître aussi que cet environnement il s'agit de travailler donc, dans un contexte de soins de santé. Eh ben, je pense que c'est ce que Ainsley disait, que il y a des personnes qui ont une réaction allergique au concept de joie au travail parce qu'ils considèrent que ce n'est pas atteignable, parce qu'ils sont dans un environnement toxique, et que, donc cette joie est dans un pays complètement différent. Donc il s'agit plutôt d'aller vers, un objectif, d'établir, certaines cibles et d'avoir ces conversations difficiles et tout le monde doit céder un petit peu et c'est difficile, lorsque tout le monde est épuisé parce qu'on dirait qu'il n'y a plus rien à donner et c'est pour ça que les fonctions telles que celle de Philippa sont tellement importantes parce que nous sommes disons des agents qui s'occupent de ce genre de choses. Alors je pense qu'il faut trouver la manière, d'encourager cela. Ce n'est pas seulement quelque chose de que ce serait agréable de l'avoir. Non, il faut avoir cela et comment donc faire ce changement? Comment nous orienter vers cela? Qu'est-ce qui peut quelles sont les mesures qu'on peut comptabiliser? Parce que les mesures sont importantes et pas seulement de dire: «Ah bah ça, ce serait agréable, ça serait chouette», mais plutôt rendre les gens responsables vis-à-vis des mesures à prendre. Enfin, on a tous parlé donc, des normes, de santé et c'est très important, pardon, de la norme, CSA. Mais quelles sont les mesures clés que nous souhaitons voir? Et Philippa, tu as dit que peut-être que tu n'as pas réduit l'absentéisme, mais peut-être que, le contraire serait encore pire. Alors il faut quand même penser à, tout cela. Je ne suis pas une économiste en matière de santé, mais je comprends, les problèmes, concernant l'économie et beaucoup de collègues qui travaillent dans les espaces de travail, de santé, c'est si vous avez des fonds limités, la retention est le meilleur retour sur votre investissement. C'est investir sur la retention parce qu'après tout, le personnel que vous avez, c'est réellement le plus important.
Donc, on a parlé donc, de ces congés, de rentrer au travail, mais en fait, il y a très peu de stratégies pour revenir. D'accord, vous êtes partis et ça, c'est un grand, grand gaspillage pour le système, pour les investissements dans, cette personne, dans leur investissement personnel, dans leur formation, dans leurs compétences et bien entendu aussi d'une perspective publique puisque nous avons investi dans leur formation. Alors, la retention a le plus grand retour sur l'investissement et ce type de stratégies doivent être conçues comme des investissements essentiels et nous avons donc besoin de les mesurer et d'avoir, des mesures et d'être responsables envers ces mesures parce que sinon le contraire, c'est le plus cher. Maintenant, c'est la forme la plus chère de continuer. Et comment savons-nous cela? Eh bien, à cause des données qui ont été publiées sur, les, employés des systèmes et des agences de santé. C'est gaspiller de l'argent, c'est, gaspiller des compétences. Et donc, nous avons vraiment besoin de changer la manière de penser, mais dramatiquement, parce que c'est tellement important, enfin, ces outils, ces ressources, ces interventions. Donc, tout à fait. Il y a, je ne sais pas si vous avez vu dans le chat, mais ce sont des données qualitatives que vous voyez ici. Merci. Donc quelques pensées lorsqu'on continue cette discussion, surtout en pensant ce qu'on a entendu jusqu'ici. Je sais que nous allons en parler un peu plus tard. On l'espère car il y a beaucoup de questions qui arrivent. Mais parler de différents rôles, il y a beaucoup de rôles qui joue à faire en sorte que cela se passe. Mais suite à cela, d'où vous êtes venu en termes de l'amélioration de la qualité, pour penser à ces différents niveaux miso, macro et micro, comment tout réunir? Oui, je pense qu'il y a tellement d'idées qui arrivent là. Oui, oui, c'est tout à fait formidable. Je pense et je vois certains commentaires et j'aime bien ces commentaires sur l'idée de mesurer à différents niveaux. Et je dirais que mesurer, c'est une chose qui se passe depuis bien des années et nous avons des maîtrises standardisées que nous pouvons utiliser. Et comme il y a des interventions reconnues qui fournissent un retour sur l'investissement par rapport à certaines maîtrises dont nous savons par exemple qu'investir dans l'éducation sur la santé mentale. J'ai vu récemment un taux de retour sur l'investissement de 5,7 en améliorant la prise de conscience en gardant quelqu'un sur le lieu de travail. Nous savons que les activités du bien-être, les programmes du bien-être sont à peu près 5,4 et par rapport à ce que Ivy a dit, les programmes de retour au travail ont un retour sur l'investissement de 3. Donc, on doit se focaliser sur le bien-être des personnes au travail. D'un point de vue des mesures, je pense que nous allons commencer à voir, on espère, plus de données au niveau national de développer. Je sais que nous avons une organisation liée sur les effectifs et je pense que... Ah, désolé, je pars autre part. Désolé. Colline, vous pouvez reposer la question. Ah non, cela est bien pour la discussion de partir n'importe où. Comme vous dites, il y a beaucoup de choses liées là-dessus. Je sais qu'il y a eu des questions sur les différents niveaux et je sais que nous allons parler un peu de l'autonomie, par exemple, au niveau des effectifs. Et il y a des questions que l'on voit sur l'individu et reconnaître le système, l'organisation, mais aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc, il s'agit d'identifier vos pensées sur les différentes manières, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait une coordination entre ces différents niveaux pour les faire agir ensemble. Allez-y, Philippa. Je voulais juste rajouter quelque chose pendant que j'y pensais.
Lorsqu'on entend parler des maîtrises, cela est une discussion très importante. Lorsque j'ai été à l'école, on m'avait dit les maîtrises sont difficiles à mesurer. Il s'agit de ce modèle de logique. Donc, comment mesurer cela? Et cela diffère d'une personne à l'autre parce qu'on pourrait, par exemple, tous être si assis ici, stressés, mais nos causes sous-jacentes vont être différentes. Cela est une autre raison pour laquelle j'apprécie cette évaluation des besoins et des audits qui peuvent être apportés à l'organisation. Je sais que la commission travaille sur un outil d'audit. Voilà, vous l'avez entendu ici pour la première fois, mais on va en parler aussi de lorsque vous partez dans l'organisation pour faire les évaluations. Et même nous, il s'agit de connaître l'état actuel. En tant que personne du bien-être, je veux rassembler toutes les données que je peux et plus tôt que j'entends ce retour, le mieux ce sera. Même si quelqu'un me dit que je n'aime pas le Zumba, oui, ça va. Il suffit de demander qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Il est vraiment important de regarder ces données. Mais une chose importante en termes de standard de l'audit, c'est cela vous permet d'évaluer quels facteurs sont les plus à risque. Par exemple, et ensuite, cela vous donne les outils. Et c'est à nous ensuite, en tant que spécialiste du bien-être, selon notre rôle, d'aller ensuite dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous avons en place au niveau de l'organisation qui doit être rafraîchie et ensuite communiquer une nouvelle fois? Et où est-ce qu'on doit ensuite investir cet argent dans notre banque qu'il faut affecter? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là. Ainsley, vous avez autre chose? Oui, par rapport à ce que Philippa a dit, il est aussi important de demander au personnel pour savoir où ils en sont et encourager des discussions régulières qui normalisent la santé mentale et le bien-être de manière régulière, mais aussi, je vais vous dire que si vous êtes à un niveau supérieur de direction, il y a des données disponibles au niveau de l'organisation, par exemple, les revendications de la sécurité. Cela va vous permettre de voir où il y a des demandes liées à la santé mentale. Cela représente 30% des revendications, mais 70% des coûts. Donc, si quelqu'un part comme ça, je vais aussi vous dire que regardez comment votre organisation, les membres de vos équipes utilisent vos programmes du bien-être et même leurs avantages élargis. C'est un indicateur important pour rassembler ces informations-là. Nous sommes plutôt petits comme organisation, mais parmi les choses qu'on a fait, c'est de regarder de manière confidentielle où envoyer les personnes utiliser les avantages inclus et faire des ajustements appropriés. J'encourage aussi de regarder là où vous proposez un soutien de manière systémique parce qu'on pensait qu'il y avait une valeur et on a vu que nos articles élargis étaient beaucoup plus élevés que ceux qu'on proposait, par exemple, pour les séances de conseil. Et il y a donc des opportunités non seulement de regarder IFAB, mais aussi la santé élargie. Donc, comment les effectifs utilisent ce que vous avez déjà en place et comment augmenter cette utilisation de manière bien. Et je pense avoir un environnement de confiance qui vient de cette idée de confiance. Une question très intéressante dans la boîte de clavardage, et lorsqu'on pense plutôt en termes de système, il y aura peut-être différents contextes qu'on ne voit peut-être pas les membres de nos équipes sur les unités. Nous sommes peut-être les équipes de travail au foyer, et peut-être à distance ou dispersées sur différents sites. Certainement l'exemple de la question qui avait été partagée avec nous. Est-ce qu'il y a des idées sur la manière dont on fait cela? Je ne sais pas, il y a des choses dans ce que vous avez fait ou peut-être autre part pour soutenir le personnel
pour veiller à ce qu'il soit dans un environnement sûr, dans ce modèle. Comme je dis parfois à mon équipe, on est à distance, mais on ne veut pas qu'on soit distante. Oui, tout à fait. Il y a 2 questions là. Tout d'abord, ce que Ainsley a dit. Parmi les organisations avec lesquelles on travaille, pour les aider avec la boîte à outils, une chose qu'ils avaient notée, c'est qu'ils avaient négocié leurs avantages accrus pour avoir plus de flexibilité. Cela a été apprécié par le personnel parce que parfois, ils ont de bonnes relations et ils veulent continuer à faire cela, avoir plus que 5 séances par an, tandis que d'autres avaient vraiment besoin de plus des aspects physiques, les massages par exemple. Donc, plutôt que d'avoir des silos limités, il s'agissait de créer cette limite globale où vous pouvez choisir. Cela a très bien fonctionné et cela est possible. Donc, on doit essayer de faire cela. D'autres organisations travaillent à distance sur différents sites. Donc, il y avait différents nombres d'interventions qu'on a réussi à réunir pour créer plus de connexions. Et parmi les interventions, c'est les groupes de causes partagées et ces groupes allaient réunir de manière physique autour d'un repas et l'organisation a fourni un soutien pour ça, pour permettre de réunir le personnel. Parce que parfois, il est bien d'être sur Zoom si vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous avez déjà des connexions avec eux. Zoom peut garder les liens, mais parfois, il faut être inoculé par des interactions physiques. Donc, c'est ça qu'ils ont choisi. Ils ont investi là-dedans et cela paraît bien marcher. Quand on regarde ces différentes questions. Donc, par rapport à ce que nos organisations ont fait en termes de l'adoption de ces stratégies, ce seraient quelques exemples que je vais citer. Merci. Je peux parler? Oui, allez-y. Oui, j'aime bien ces idées. Nous sommes tout à fait, totalement à distance depuis le début. Et je dirais qu'on essaie de réunir les collègues en présentiel parce que parfois il y a besoin de faire ça. Ce n'est pas toujours possible dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de ressources, mais parmi les choses qu'on essaie de faire qui est très accessible et qui est lié à cette idée de normaliser les services de bien-être et de santé mentale, c'est d'avoir des discussions au quotidien, des structures huddle. Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les programmes comme les réunions sécurité, les safety huddles. Si vous ne les avez pas au niveau de vos organisations, oui, oui, ils vont avoir quelque chose pour vous. Mais il s'agit de normaliser et d'avoir des discussions sur une chose que vous faites pour votre bien-être aujourd'hui. Donc, on se réunit, par exemple, les lundis et on demande quelque chose que vous faites pour sur votre bien-être, par exemple. Et je pense que ce qui est bien dans cette question, c'est de commencer à entamer des discussions et une prise de conscience. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir une gamme diversifiée de sujets. Par exemple, vous pouvez dire que je vais faire le yoga aujourd'hui. Et quelqu'un dit, j'ai pas à cuisiner ce soir parce que j'ai préparé le repas hier et ça est formidable. Il y a d'autres qui disent que je vais nettoyer cette cartographie parce que cela a un vrai impact sur mon bien-être. J'ai entendu les membres d'équipe parler de nettoyer des placards même. Ce sont des actions qui ont un impact intentionné sur le bien-être, même dans un environnement à distance, où vous pouvez commencer à faire cela au pas par pas. Au pas par pas. Et ensuite, prendre cela et ensuite mettre cela à échelle. Je sais que nous avons des questions qui parlent d'une mise à échelle. Philippe, de par votre expérience,
Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez partager sur une mise à échelle, partager ces pratiques d'unité ou d'à travers le système, à travers ce réseau de santé? La meilleure manière de répondre à cette question, c'est de partager. On m'a félicité souvent d'avoir un bon programme et d'avoir, oui, ce bon programme. Mais je pense, à ce moment-là, merci, mais nous ne sommes pas encore terminés et on me demande ce que je veux dire. Mais ce que je pense qu'on a fait au niveau de SHN, c'est de créer cette culture du bien-être. On a créé cette culture et je crois fermement que le niveau d'engagement que nous avons, bien sûr, était 10 fois plus important pendant la pandémie. Je ne travaillais pas à domicile, mais cela m'a permis de nouer des connexions avec le personnel, avec les leaders, avec l'unité comme telle. Et j'ai eu une idée claire de ce qui se passe au niveau de l'unité. J'ai réussi à voir et à entendre. Et lorsque le personnel a défini le bien-être, j'ai posé la question, euh, qu'est-ce que le bien-être veut dire pour vous? Et je dirais, je n'ai pas les données devant moi, la majorité des commentaires parlaient du travail au quotidien. Et cela résonne au niveau des facteurs de risque de ce standard. Et suite à cela, on a apporté une formation, ce qui était très réussi. Et suite à cela, j'ai participé à chaque séance. Et on avait ce parking où j'étais 7 personnes. J'ai créé l'engagement avec les leaders, avec le personnel. Et je me suis engagé à ce contenu pour aller vers l'organisation, pour aller vers les leaders, pour partager ces informations avec les partenaires. Et on peut continuer à apprendre à évaluer et je veux encourager le personnel à nous dire ce dont ils ont besoin pour continuer à construire ces discussions. Et lorsque je présente tous les trimestres, je partage ces données. Je parle de santé psychologique et de la santé. Je dis, je suis cette roue à répétition qui répète et il s'agit de continuer à apprendre, continuer à poser des questions, à considérer votre rôle et nouer des connexions avec ces leaders, que ce soit séparément ou pas. Il suffit de demander à votre superviseur si vous n'êtes pas là pour savoir si vous pouvez ensuite partager des messages pour la direction. Cela, cette idée de cette culture du bien-être, comme vous avez dit, Ainsley, ces questions que vous posez le lundi matin, il s'agit d'être en sécurité pour partager. Oui, il a fallu préparer les repas, par exemple, parce que ce sont des processus. Avant de passer à vous, Ivy, Philippa, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu sur les idées, les working minds, les idées du travail? Oui, on a mis à peu près 461 personnes à travers ce programme Working Minds l'année dernière avec un don dans notre fondation Starborough et la Fondation des infirmières du Canada aussi. Et le retour a été formidable. On avait décidé de faire cela en présentiel et comme vous avez entendu, j'avais décidé que ce serait important pour moi de participer à chaque séance pour avoir ce lieu d'assurance avec le personnel, avec les leaders, mais aussi on a reconnu que l'organisation avait vraiment de prendre cette idée de prévention et cette idée de formation est vraiment phénoménale. Le retour, le personnel, on nous a applaudi lors de cette première séance. Ils ont envoyé des SMS à leurs collègues pour les dire de s'y matriculer. J'avais une liste d'attente après les 2 premières séances.
Je pense que l'idée de considérer ce que cela veut dire, le contenu est vraiment facile à digérer, ces stratégies. Et cela résonne vraiment avec bien d'autres choses. C'est-à-dire, on entend cela dans différents sujets. Donc, à partir de cela, on a appris sur ce qu'on fait bien. Là, on doit améliorer notre communication et aussi ce qu'on peut faire d'autre. Là, on a besoin d'utiliser de l'argent, ces dollars pour continuer à éduquer et à former. Et on a plus à beaucoup de notre personnel qu'il ne s'agisse pas d'idées réactionnelles. Donc, bien sûr, je préconise cela à toute personne sur cet appel d'aller regarder cela et voir si cela se situe bien. Je pense que la meilleure manière, c'est de regarder votre stratégie du bien-être et cela présente cette norme. Et si vous pensez, par exemple, à accéder à différents piliers, cette formation soutient cela. On a mis le lien et sur le clavardage et on va partager, cela ainsi que des autres ressources tout à l'heure. Et donc, oui, bien sûr, on peut aller à l'échelle, mais si on ne connaît pas les besoins des personnes, qui, doivent bénéficier, disons, de cela, eh bien, c'est quand même important. Je me demande si on pourrait parler aussi des outils, individuels que vous avez trouvés dans votre travail. Oui, tout à fait. Il y a en fait un rôle, important pour les outils individuels, mais ils ne doivent pas être utilisés dans l'absence des outils à d'autres niveaux. Et lorsque on, était en train d'examiner, on était en train de voir que la plupart des toolkits contiennent d'autres toolkits, qui en général se centrent, à ce niveau. Donc on a été très, très sélectif, quant à nos choix et je pense que comme toute autre chose et je sais que Philippa vient d'un contexte, de promotion de la santé qui a toujours été, disons, un peu l'équilibre entre, les changements, individuels et structurels. Donc il faut garantir que nous sommes en train d'autonomiser les gens, pour qu'ils commencent eux-mêmes, hein, mais on peut donc on est tous des leaders, disons, on a tous des capacités et des opportunités pour, devenir des dirigeants. Donc il ne s'agit pas seulement de la personne qui se trouve dans un poste de direction qu'on peut considérer comme leader. Donc être un leader, ça fait partie de cela et alors je pense que pour commencer quelque part, à engager les autres, d'autres collègues et bien cela se peut et moi j'aime bien cette, notion de l'intégrer dans notre, quotidien. S Que l'on ait écrit quelque chose ou que l'on répète une affirmation, mais juste commencer avec quelque chose. Il peut s'agir de quelque chose de très petit, mais l'inclure dans notre quotidien. C'est comme un muscle qu'on exercice pour, le rendre plus fort. Donc, chercher aussi les ressources parce qu'il y a beaucoup de ressources, qu'on est en train de partager. Il y en a qui font partie du toolkit, pardon. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui lit un article et se dit: «Oh là là, j'avais pas pensé à ça comme ça». Ça veut dire que tu vas être différent, tu vas changer tes actions et tes comportements et ça va avoir un effet multiplicateur autour de toi et qui peut les autres alors peuvent aussi changer et se dire: «Ah mais dis donc c'est bien, qu'est-ce que tu as l'air bien, qu'est-ce qu'on fait?» Donc oui, chercher les ressources, établir des objectifs et recevoir un peu de feedback sur ces objectifs. Certaines, des stratégies individuelles peuvent être par exemple de trouver des mentors et ça peut être difficile, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut obtenir
Pas seulement les personnes qui cherchent le mentor, mais aussi les personnes qui, deviennent, disons, des étudiants ou des apprentis. Donc cela fait partie donc, de cette participation avec les autres et de passer à l'échelle. Alors ça a commencé quelque part. On dit toujours des choses telles que: «Bon, on aurait dû faire ça il y a 20 ans ou il y a 10 ans» et cetera. Mais en fait, la meilleure date pour commencer, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui, avec quelque chose de petit qu'on peut inclure, dans notre quotidien et continuer à partir de là. Merci pour cela, Ivy et oui, c'est aussi important de reconnaître, le traumatisme que le lieu de travail et bon, juste un commentaire qui, vient d'arriver dans le clavardage. Il y a beaucoup, d'attention qui se donne au traumatisme des patients, mais il y a beaucoup de traumatisme entre le personnel et il est important de le reconnaître. Il y a aussi des programmes, qui s'en occupent, et y avez-vous des idées concernant cela? Oui, je pense que bon, enfin, moi, je dirais que l'une des choses merveilleuses que j'ai vues dernièrement dans les soins de santé, c'est, reconnaître le traumatisme, et avoir des pratiques professionnelles éclairées. Mais on n'a pas réellement vu ce changement, de comprendre le traumatisme que, les personnels des soins de santé ont vécu et cela bien sûr a un impact sur leur habilité de fournir des soins et leur capacité de recevoir de l'aide et du soutien. Alors, je pense que les formations maintenant cherchent à incorporer cette pratique, éclairée par le traumatisme et nous sommes en train de faire à Colombie-Britannique, un plan d'études, de prévention de la violence et bien entendu, cela est orienté aussi avec sur une lentille, éclairée par le traumatisme. Il faut donc reconnaître que nous sommes des personnes, aussi qui ont vécu des traumatismes, non seulement dans le lieu de dans la vie, mais privée, mais dans le lieu de travail. Il est important de le reconnaître et je sais qu'il y a eu aussi beaucoup de travail, je pense que, Excellence en santé Canada a participé à cela. Il y a d'autres groupes où nous voyons beaucoup de croissance post-traumatique et de résilience. Alors, il y a des personnes qui viennent d'écrire dans le clavardage, comment, s'impliquer, comment convaincre, les directeurs. Je pense qu'il faut commencer, à partir de la positivité. On n'a pas toujours obligé à, chercher les mesures ou les zones où ça ne va pas. Il est souvent, valable de voir où est-ce qu'on va bien pour, voir si on peut, disons, répéter ces activités ailleurs puisque on sait que ce sont donc, des pratiques, excellentes qui ont lieu ici. Donc il faut commencer à voir cela, peut-être, il est important donc, de voir des lentilles d'appréciation. Nous savons aussi que des personnes répondent mieux au positivisme, que lorsqu'on parle de lancer un projet et aussi, de rechercher des solutions au lieu de s'éterniser sur les problèmes, ça c'est excellent. Merci. En effet, j'ai participé récemment à une réunion et j'ai entendu parler, de ça, disons, je pense que s'agissait de Fraser Health, qui travaillait donc, de cette lentille éclairée par les traumatismes pour le personnel en matière de santé. Et je veux être sûre que nous avons encore, le temps, donc je voudrais encore garder quelques points. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu et on va donc, voir ces questions, chercher, les thèmes et voir si on peut répondre. On a des ressources et d'autres choses qui sont prêtes à être partagées et je me dis que j'aimerais avant, Philippa, je voudrais reconnaître que nous nous trouvons tous à de différentes étapes au long de notre parcours et donc il faut reconnaître que souvent lorsque nous cherchons à mettre en œuvre ces programmes, il y a différents besoins au sein des organisations, donc on veut répondre à
à tout le monde et comment le faire. Je pense que l'un des termes qu'on a utilisé dans le clavardage, c'était des engagements mélangés. Ah, vous avez-vous des exemples concrets? Eh bien, quand je pense à ce que je définis en tant que succès, eh bien, je reviens sur l'engagement, la participation, mais je voudrais aussi, dire qu'un grand changement dans mon travail, ça a été surtout de soutenir le personnel lorsqu'ils ont des problèmes. Je ne suis pas une thérapeute, heu, mais c'est un peu, cet état d'écoute active et de fournir les ressources et les accompagnements nécessaires. Je pense que c'est peut-être, le meilleur moyen. Il faut parler au personnel, il faut, arriver, disons, à une forme, d'évaluation des besoins, sinon on ne fait rien d'autre. Il faut peut-être penser à la santé mentale, enfin, quelles que soient les lentilles, que l'on doit adopter ou produire ou programmer, suivre un cycle, un modèle, choisir une norme, qu'il s'agisse, joie au travail ou autre chose, manuel, cela, disons, nous lance un peu sur la bonne voie donc soit au, on donne un message, aux directions, heu, on leur dit: «Voilà, moi j'ai besoin d'avoir une conversation réellement honnête et oui, on a des budgets limités». Maintenant il y a des comités de bien-être, qui s'organisent, il y a des accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est, difficile de passer, à au travail de nuit, mais regardons ce qu'on a parce que peut-être qu'on a simplement des programmes d'assistance, de famille pour les employés. C'est bien, c'est pas grave. C'est pas nécessaire d'être parfait et il faut voir ce qu'on fait, c'est, la base. Je ne crois qu'il faut identifier les écarts, mais rappelez-vous que vous êtes, en train de suivre un parcours. Vous n'allez pas arriver à, la rotation à 100. Peut-être qu'on passe à un modèle plus traditionnel ou on passe à un modèle transformationnel qui a peut-être que c'est le standard ou autre chose. Je veux juste souligner que l'écoute active est très importante. Bien entendu qu'on a des ressources limitées, peut-être que, dans votre équipe, il y a une seule personne ou 2 au max et que vous pouvez pas trop faire. Mais c'est pour ça que les données sont importantes. Il faudra quand même adapter ce que vous avez. C'est pas nécessaire de lancer tout à la poubelle, mais tout simplement à vous adapter et continuer à, donc trouver les données. Donc j'ai passé une conférence il y a quelques mois et on m'a demandé: «Quelles données mesurez-vous?» et j'ai donné une réponse, et il et j'ai dit: «Suivre tout» et c'est ce que je me suis dit: «Je suis en train de faire bien les choses» parce que c'est une pièce du puzzle qui définit le bien-être organisationnel pour vos gens. Merci. Cela dit beaucoup, sur, le contexte économique, et ce que cela peut démontrer et vous 3 avez partagé avec nous tellement de choses, on n'a pas vraiment eu le temps de rentrer dans les détails, mais on a cette notion importante du travail en équipe, de reconnaître, qu'il y a des équipes, toutes petites, peut-être une seule personne, mais pour les personnes qui sont dans une, dynamique, d'équipe et bien, c'est un rôle important que l'équipe joue et maintenant très, très rapidement, je vais vous demander, quels sont, disons, les points à retenir comme, à partir de la conversation que nous avons eue aujourd'hui?
ou un tout point dernier point que vous souhaitez partager? Et après je ferai quelques remarques parce que nous souhaitons réellement, écouter nos participants pour savoir s'ils sont satisfaits de cette session afin d'améliorer, d'ici, nos futures sessions. Donc Ivy, merci. Oui, une excellente discussion. J'ai beaucoup appris. Merci pour tous les commentaires. Moi, je vais revenir à mon point de départ tout à l'heure. Il est important de reconnaître les problèmes, les traumatismes, la reconnaissance, mais ne pas rester là. Il faut le reconnaître. C'est l'importance de ne pas dire non, mais tout va bien maintenant. Il faut se centrer sur les solutions et les solutions, ne sont pas une liste de vérification. Elles exigent du travail dur et d'être capable d'être vulnérable et donc on doit soutenir les personnes dans leur vulnérabilité. Cela vaut l'investissement et je pense que si vous avez, un cycle continuel de mesure et bien, vous pouvez voir que vos investissements, sont fonctionnels. Donc cherchez vos ressources, trouvez des partenaires qui sont un peu en avance sur leur parcours pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc cherchez les autres, cherchez les ressources, qu'il s'agisse de votre équipe locale, votre service de santé, pour que tout le monde puisse, passer ensemble de manière, soutenue parce que, les personnels en matière de santé sont réellement la meilleur investissement dans notre système de santé. Je voudrais conclure avec une petite statistique. La force de travail en matière de santé représente 8 du PIB du Canada. Alors, il faudrait plutôt investir, non? Investir sur eux? À vous, Philippa. Oui, alors, quant au point à retenir, eh bien, mes leçons les plus importantes, en travaillant à mon poste, eh bien, c'est l'éducation, devenir, à disons, un phare d'éducation, comme j'ai dit il y a 6 ans, en 2016, je n'aurais pas pensé à devenir, une, formeuse ou quelqu'un chargé de développement, d'apprentissage. Alors, par le biais des interventions en matière de crise ou de l'accompagnement de traumatisme, tout cela est important, mais je vais aussi recommander que il faut apprendre quelles sont nos opérations. Le modèle, commercial s'applique à tous les secteurs, donc apprenez sur lui, apprenez quels sont les moteurs de l'organisation, les ressources, la durabilité, l'administration, tout cela joue un rôle et suivre l'approche du développement organisationnel est très important. Reconnaître que notre travail et je vais juste parler, du travail qui passe, de vert à rouge, en matière de santé mentale. S et je crois que notre travail en tant que spécialiste du bien-être, c'est d'aider les employés à rester le plus près possible du verre, mais nous reconnaissons aussi que cela est différent tous les jours et que nous ne pouvons pas déterminer, quels vont être, les, points en matière de bien-être, surtout parce que bon, c'est ce que nous pensons que c'est. Nous avons, nous centrer sur la voix et accepter le changement. Le changement a déjà changé après avoir fini de dire le mot. Voilà, oui, c'est ça, le changement continuel, la notion, d'être des apprentis humbles tout au long de notre vie. Voilà le concept. Allez-y. Merci. Alors d'abord, merci Ivy et Philippa. Je partirai avec, tellement de nouvelles ressources d'apprentissage. Je me sens très heureuse, avec beaucoup d'énergie. Merci Ekeline de, vos questions tellement pertinentes. Merci aussi à tout le monde qui a participé aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous travaillent en matière dans les soins de santé, beaucoup d'entre vous sont des dirigeants. Vous avez pris le temps de, nous rejoindre et même si je ne peux pas vous voir, sachez que je vous vois et que je suis réellement reconnaissante qu'autant de personnes,
font l'effort de venir et je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas rapide non plus, mais sachez que, je suis là pour vous. Et je reviens à, ces excellents commentaires, que Philippa et Ivy ont fait concernant sur comment faire cela. Je pense que Paul aussi a dit sur la le poids de clavardage, et on a pensé à un commentaire qu'un médecin a fait concernant sur comment combattre, le stress, et il a dit qu'il fallait donc, laisser tomber disons, les diplômes et plutôt trouver des solutions ensemble. C'est ça qui va nous aider pour l'avenir et cela inclut les patients et les membres des familles qui s'intéressent énormément à notre bien-être également. Merci Ainsley et à nouveau, je remercie Ivy, Philippa et Ainsley de partager vos connaissances, votre expertise avec nous et apprendre tous ensemble, et je vous remercie vous tous, notre public qui a participé aujourd'hui et qui ont pris le temps et je suis sûre, que, pour vous c'était une journée occupée et pourtant vous êtes venus. J'espère que vous avez trouvé la session informative. Donc vous aurez les ressources ainsi que les liens pour les enregistrements et nous vous demandons de prendre, 1 ou 2 minutes pour nous donner un peu de, feedback sur la session d'aujourd'hui. L'équipe, va aussi présenter un, sondage qui est maintenant sur l'écran. On vous demande d'y répondre. Merci. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. On va capturer la balle de cavernage. Vous pouvez nous contacter par mail pour l'équipe ESC et aussi vous abonner à notre bulletin d'information. Mais vous pouvez voir ce que l'ESC fait. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous aujourd'hui, d'avoir passé ce moment avec nous.